Medianoche. Bonjour ou bonsoir à tous en fonction du pays et de l'heure auquel vous nous écoutez. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Bola Latina, le podcast 100% football latino de la rédaction de Lucarne Opposée. Avant de nous lancer dans cette émission, comme d'habitude, les petits rappels d'usage, je vous encourage à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, à venir interagir avec nous sur ceux-ci. Je vous encourage également à vous rendre régulièrement sur notre site lucarne-opposé.fr pour y lire les dernières actualités de la planète Hello, mais aussi pour vous cultiver entre deux matchs. N'hésitez pas non plus à vous abonner à nos différentes chaînes, celles sur lesquelles vous êtes en train actuellement d'écouter ce podcast et notamment notre chaîne YouTube sur laquelle on vous recommande, je sais pas comment le dire, de venir y laisser pouce bleu et commentaires si vous le souhaitez. Si vous voulez nous soutenir plus sérieusement, c'est-à-dire essentiellement financièrement parlant, sachez que le 14e numéro de Lucarne Opposée Magazine est toujours disponible, comme l'ensemble des autres magazines d'ailleurs. Il y est notamment question d'entraîneurs qui ont profondément marqué l'histoire du football sud-américain ou encore d'une fabuleuse année 1995. Vous pouvez aussi vous rendre sur notre boutique ou plutôt sur notre librairie qui vous permettra de découvrir les ouvrages de notre propre maison d'édition. La biographie de Garrincha, sortie en décembre dernier, est évidemment toujours disponible, et la version française des 11 Caminos al Gol, le livre référence pour mieux comprendre ce qu'est Marcelo Bielsa et sa philosophie, livre que vous pouvez d'ores et déjà précommander. Tous les liens sont évidemment dans la description. Alors place maintenant, on va se lancer surtout dans ce 8e épisode de la saison 4 de Bola Latina. Un épisode qui va nous conduire dans les travées d'un mythe brésilien, le Maracana, qui ces dernières semaines a été au centre d'une polémique notamment liée à son nom. Et forcément, puisqu'on va aller au Maracana, pour en parler, je serai accompagné du carioca de la rédaction, tout de rouge et noir vêtu, j'imagine, Marcelin Chamoin. Salut Marcelin, comment vas-tu ? Salut Nico, ça va très bien et toi ? Eh ben écoute, ça va très bien. Alors surtout qu'on va se rendre dans un stade dans lequel on était il y a 2 ans, il y a un peu moins de 2 ans maintenant, et qui a laissé de jolis souvenirs, ce Maracana. Et on va donc s'intéresser à pourquoi il est dans l'actualité ces derniers temps. C'est pas forcément pour des résultats sportifs, parce que même si on y joue, mais tout est parti d'un projet qui justement a eu l'ambition ou la volonté de changer le nom de ce stade, le nom officiel de ce stade. Une décision, Marcelin, qui a fait énormément parler. Est-ce que tu peux nous expliquer tout cela, tout ce qui s'est passé, ce qu'était ce projet, et nous faire un petit peu le point sur la situation ? Ah oui, donc c'était un changement du nom officiel du Maracana, qui actuellement Estadio Jornalista Mario Filho, pour le transformer en Estadio Edson Arantes do Nascimento Rei Pelé, donc pour Pelé évidemment. C'est un projet d'André Ceciliano, qui est un député du PT, donc le Parti des travailleurs de Lula, et qui est aussi président de l'ALERJ, donc l'Assemblée législative de l'État de Rio de Janeiro. Et donc il voulait changer le nom officiel du Maracana en le nommant Pelé, pour la carrière de Pelé au Maracana. Et l'un de ses arguments aussi, c'était que ça permettait d'attirer des touristes à Rio de Janeiro. Je pense pas que ce soit un motif suffisant pour aller ou pas à Rio. Enfin, le Maracana est déjà une attraction touristique avec ou sans le nom de Pelé, mais c'est en tout cas son argument. Et c'est un projet qui a été accepté par tous les députés de tous les partis, sauf ceux du PSOL, donc qui est un parti d'extrême gauche. Et il manquait seulement la décision du gouverneur pour acter le projet. C'est une décision qui a créé la polémique. Déjà parce que la loi a été présentée en régime d'urgence. Donc il y a 3 procédures pour les projets de loi. Le régime d'urgence est évidemment la plus rapide, et normalement pour les projets vraiment urgents. Là le problème c'est que ça a été présenté en mars 2021. Donc au mois de mars, il y a eu plus de 3600 morts de la Covid dans l'état de Rio de Janeiro, donc un chiffre en hausse. Et les hôpitaux sont surchargés. Donc juste, le timing déjà était assez mal choisi. Donc parler de régime d'urgence à ce moment-là au Brésil, c'était vraiment malvenu. Pas pertinent du tout même. Ouais, ça le faisait vraiment pas. Et puis aussi, c'est un projet qui a été rejeté, je pense, à l'unanimité quasiment
par les journalistes et les historiens, mais aussi des anciens joueurs. Il y a Gerson qui a pourtant gagné la Coupe du Monde 70 avec Pelé, qui s'était prononcé contre. Et puis aussi tous les supporters, puisque les flamenguistas ont dit que s'il fallait changer le nom, fallait que ça soit le Stade Zico. Les Vascaínos ont fait la même chose avec Roberto Dinamite. Donc vraiment, très peu de soutien. Il y a eu seulement Bebeto, l'ancien joueur, mais qui est aujourd'hui député de Rio de Janeiro, qui s'est prononcé pour. Mais c'est à peu près tout. Et Pelé lui-même ne s'est pas exprimé sur le sujet. On l'imaginait un petit peu gêné de cette polémique. Étonnant, enfin, Pelé qui ne s'exprime pas. Oui, en plus, mais là, il a rien dit. Donc, je pense pas que même lui a prouvé en fait le projet. Et le dernier point, c'est que il y a une loi fédérale qui interdit de donner le nom d'une personne vivante à un bâtiment public. Donc, Cecilianos en était sorti un petit peu en disant qu'il n'y avait pas de fonds de l'État pour la maintenance du stade, mais ça aurait pu être refusé pour ce point-là. Et en tout cas, l'Assemblée elle-même est revenue sur son projet à cause de cette polémique, sans même attendre la décision du gouverneur. Ouais, donc ça fait encore une polémique, encore un projet qui capote suite à une réaction d'ensemble. Si ça vous fait penser à quelque chose d'autre, voilà. Justement, on va insister quand même parce qu'il ne faut pas non plus aller faire trop de raccourcis. Ce projet, le projet de loi de l'Assemblée législative de l'État de Rio, était de modifier le nom officiel. Tu l'as bien précisé. Le nom officiel du Maracana. Concrètement, on aurait quand même continué de dire qu'on se rendait au Maracana, on l'aurait toujours appelé ainsi. Et on va en profiter justement. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient ce nom Maracana ? Alors le Maracana, c'est le nom du quartier. À l'origine, c'est un perroquet de la région qui est à proximité d'une rivière. Et ce perroquet est appelé Maracana, ce qui veut dire en tupi, pardon. Donc il y a une tribu d'Amérindiens. Maracana, c'est-à-dire ressemble au chocalho. Donc chocalho, c'est un instrument de musique brésilien parce que le chant du perroquet faisait penser au chocalho. Donc ils ont appelé le perroquet Maracana, qui ensuite est devenu la rivière. Il y a le Rio Maracana, ensuite le quartier, le Bairro Maracana, et enfin le stade. Mais sinon, oui, le nom du stade Maracana serait resté Maracana. Aujourd'hui, on n'appelle pas le stade Mário Filho. C'est le Maracana. C'est assez courant au Brésil que les quartiers donnent le nom des stades, notamment à São Paulo, par exemple, il y a le Morumbi ou le Pacaembu, ce sont deux quartiers de São Paulo. Et sinon, on peut parler aussi du Mineirão. Donc là, ça vient du Mineirão, l'habitant du Minas Gerais. Mais là aussi, il y a un nom officiel qui est Magalhães Pinto, qui était le gouverneur du Minas Gerais. Ça se faisait aussi beaucoup à l'époque de donner le nom du gouverneur qui a un peu acté le projet des stades, notamment pendant la dictature. Et justement, Magalhães Pinto a œuvré pour le coup d'État militaire de 64 qui plonge le Brésil dans la dictature. Donc, s'il y avait un changement de nom à faire pour un stade, ce sera peut-être plutôt du côté du Mineirão. Et c'est pas en projet de toute façon. Mais c'est pas un projet. Ouais, voilà. Mais le Pacaembu, on en parlera bientôt sur la chaîne YouTube, notamment de Lucarno Posé. Vous verrez, il y a des choses qui viendront sur ce stade, qui est un autre stade mythique brésilien. Alors, on va revenir donc à notre Maracana. Et tu l'avais dit, par rapport à son nom officiel, et peut-être qu'une grande partie du public, justement, l'apprend, parce que c'est vrai qu'on dit traditionnellement Maracana, on entend tout le temps uniquement Maracana. Le nom officiel de Maracana, c'est Estadio Jornalista Mário Filho. La question, elle est simple. Est-ce que tu peux nous rappeler qui était Mário Filho ? Alors, c'est le fils d'un journaliste. Il est né à Recife, mais part assez rapidement à Rio. C'est le troisième enfant d'une fratrie de 14. Et il est lui aussi journaliste, donc il va travailler pour Globo. Et ensuite, il rachète le Journal do Sport en 1936, donc il a 28 ans seulement. Et ça va être le premier à faire des longues chroniques sur le football, puisqu'avant, la presse donnait seulement les résultats des matchs. Mais Mário Filho va vraiment donner une dimension humaine aux joueurs à travers ses chroniques. Donc ça a vraiment été un précurseur sur ce côté-là. Et puis il va écrire jusqu'à sa mort. C'est lui notamment qui va populariser l'expression Fla-Flu et qui va donner toute sa dimension à ce classico avec son frère Nelson Rodrigues. Alors pourquoi ils n'ont pas le même nom? Parce que le père s'appelait Mario Rodrigues, donc Mário Filho, c'est en fait Mario Rodrigues Filho, et Nelson Rodrigues, donc comme le nom de son père. Nelson Rodrigues était aussi l'un des plus grands écrivains du Brésil. Et lui était un supporter de Fluminense. Mário Filho était plus Flamengo. Donc à eux deux, ils vont donner un petit peu cette dimension au Fla-Flu. On en avait parlé dans le podcast justement sur le Fla-Flu. Et c'est un petit peu grâce à eux
je pense que le Classico est aussi mythique. Mario Filho va aussi faire des concours via ses journaux. Il y a eu plusieurs journaux. Il y a notamment un concours de la meilleure torcida, donc les meilleurs supporters entre Flamengo et Fluminense, qui date de 1937. Donc il n'y a pas encore de groupe de supporters, mais dans ces journaux, il incite un peu les supporters à être bruyants et démonstratifs. Donc là aussi, il innove de ce côté-là. Et puis il fait par exemple le concours Idolos de 1961, où on en parle dans la biographie Garrincha, parce que c'est Garrincha qui va gagner ce concours. En fait, c'est en achetant le journal, on avait un bulletin de vote pour élire le joueur le plus populaire, et ça avait beaucoup de succès à Rio à cette époque. Mario Filho va aussi créer des compétitions avec la participation de la CBD. Il y a notamment la Copa Rio, donc qui est aujourd'hui considéré par les supporters de Palmeiras comme le mondial des clubs de 1951. Il faudra qu'on en reparle aussi un jour de ce tournoi, mais qui a été extrêmement important, parce qu'il a lieu un an seulement après le Maracanazo. Donc voilà, c'était vraiment un tournoi important, et Mario Filho y participe. Et on en parle, je te coupe 2 secondes, on en parle avec Palmeiras, on en parle assez souvent de ce mondial des clubs, entre guillemets, de 51. Ça leur revient souvent, aux supporters, ça leur revient souvent en boomerang. Hein. Oui, ouais, mais c'est pour ça, enfin, l'histoire est aussi intéressante, je pense que ça mérite un article, donc on va essayer de faire ça. Et Mario Filho crée aussi le tournoi Rio-São Paulo. Donc à l'époque, il n'y avait pas d'affrontement officiel entre les clubs de Rio et ceux de São Paulo. Et donc il va faire ce tournoi qui est du coup l'un des ancêtres du Brasileirão que l'on connaît aujourd'hui. Il va publier 6 livres aussi sur le football, et surtout en 1947, il y a O Negro no Futebol Brasileiro. Donc on en parlait dans le 4e magazine ce coup-ci. Qui va rééditer en 64 pour ajouter forcément les chapitres sur le Maracanazo et Pelé et Garrincha. Mais dans ce livre, il fait toute l'histoire du football brésilien à travers le joueur noir. Donc si vous parlez portugais, franchement, c'est extrêmement bien écrit. Il y avait vraiment un style propre à lui. C'est le livre référence. Et c'est le classique de la littérature brésilienne sur le football. Il est immanquable. Et surtout, ce qui nous amène au Maracana, c'est que Mario Filho va militer pour la construction de ce qu'il appelle le Gigante do Derby, donc pour la construction d'un nouveau stade pour la Coupe du Monde 1950, puisqu'il y avait aussi le projet de réformer un peu le São Januário du Vasco et l'agrandir. Mais lui, il veut le Gigante do Derby, donc Derby, pourquoi pas? Pourquoi? Puisque c'était le nom de l'ancien hippodrome où se trouvait l'emplacement qu'il voulait. Et il se trouve dans le centre de Rio. Il est desservi par une gare routière, et donc le stade serait accessible aussi bien pour la zone sud de Rio, qui est traditionnellement riche, et la zone nord où les pauvres sont concentrés. Donc c'était vraiment le projet qu'il va porter, et qui s'oppose à celui de Carlos Lacerda, qui est un homme politique. Lui, il voulait un stade à Jacarepaguá, donc qui est à l'ouest de Rio de Janeiro, où c'était pas développé, mais justement avec le projet d'en profiter pour urbaniser cette partie de Rio et développer les transports. Et pourquoi Gigante? Parce que Mario Filho voulait le plus grand stade du monde. Je crois à l'époque c'était Hamden Park, mais lui voulait un stade de plus de 150 000 personnes, et donc qu'il soit accessible à tous. Donc on l'a dit, par son emplacement, mais aussi sa capacité, puisque à l'époque Rio avait 2 millions d'habitants. Donc en fait, avec le Maracana, ces 200 000 places, il y a 10% de la ville qui pouvait se retrouver au Maracana. Et en tout cas, Mario Filho, pendant des mois, ça va durer très longtemps, et pendant des mois, il va militer quotidiennement avec des articles dans ses journaux pour la construction du Maracana, et c'est aussi grâce à lui qu'il va y avoir le Maracana. Et d'ailleurs, le journaliste Rui Castro va le surnommer le ministre du football brésilien. Donc voilà, ça représente bien qui il était. Et l'impact qu'il a dans l'histoire du foot brésilien. Et l'impact, on l'a vu avec les compétitions, avec ses articles, l'influence qu'il pouvait avoir. C'est le plus grand journaliste sportif du Brésil. Et d'ailleurs, son frère Nelson Rodrigues, à sa mort, va dire qu'il était un créateur de foule. Et donc il meurt en 66. Et le Maracana, qui à l'époque s'appelait Estadio Municipal, donc bon, c'est assez banal comme nom, va être renommé quelques temps après sa mort, Estadio Jornalista Mario Filho. Et pour terminer sur Mario Filho, donc on l'a vu, il est à l'origine du Maracana, mais il est aussi à l'origine du défilé des écoles de samba, qui va créer en 1932 dans un journal qu'il avait fondé qui s'appelait O Mundo Sportivo, qui va pas durer longtemps, mais il va faire une compétition
et organiser ce défilé des écoles de samba. Donc c'est lui aussi qui donne l'origine au carnaval qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est pour ça que c'est important que le Maracana reste sous le nom du Mario Filho, par rapport à tout ce qu'il a fait pour le Brésil. Parce que quand tu cumules foot et carnaval, tu as déjà un bon aperçu de la culture brésilienne, même si aussi il va s'intéresser à d'autres sports. Et aussi parce qu'il est peu connu par rapport à Pelé, tout le monde connaît Pelé aujourd'hui. Mario Filho, c'est pas forcément le cas, donc ça peut pousser certains à s'intéresser à Mario Filho, à son histoire et son héritage qu'on a encore aujourd'hui. Ouais, et de fait, on le voit, à s'intéresser aussi à l'histoire de la culture brésilienne, tout simplement, parce qu'il a œuvré au développement de la culture brésilienne. Tu l'as parfaitement résumé et raconté. Alors voilà. Ça, c'était pour vous présenter Mario Filho, si vous ne le connaissiez pas. Et on vous invite vraiment, faut parler portugais, mais il n'y a pas de version anglaise do Negro du football brasileiro, Marcelin. Non, il n'y a pas de version. Après, franchement, c'est assez difficile à traduire parce qu'il y a vraiment un style particulier. Ouais. Et je suis pas sûr que ça donne grand chose. Du coup, non, après, c'est pour ça il y a le magazine. Ouais, exactement. Je m'en parle un petit peu, ça donne déjà un aperçu. Ça donne un aperçu. Donc vraiment, plongez-vous dans l'histoire de Mario Filho. Essayez de voir, plongez-vous dans le magazine pour voir ce qu'il y a dans ce livre référence. Et donc, on le disait à l'instant, en début d'émission, on voulait donc, le projet était de donner au stade le nom de Pelé. Alors, on va pas discuter de pourquoi, de la pertinence de cela, mais cela peut suggérer que Pelé a une relation particulière avec le Maracana, Marcelin. Qu'en est-il en fait ? Est-ce qu'il y a vraiment une histoire particulière entre Pelé et le Maracana ? On rappelle que Pelé n'est pas de Rio. Alors oui, Pelé a une grande histoire au Maracana, même si en effet, il n'est pas de Rio, il n'a jamais joué pour un club carioca, mais il va quand même disputer 94 matchs au Maracana pour 67 buts, donc c'est respectable, même s'il reste très loin des 333 buts de Zico qui possède le record du stade. Il y a quand même une histoire, même si le premier match va plutôt mal se passer, puisque Santos va perdre 4-0 contre Flamengo. Pelé a 16 ans seulement à l'époque. Mais c'était un peu ses seules opportunités, la Seleção, et aussi justement le tournoi Rio-São Paulo développé par Mario Filho pour jouer au Maracana. Le deuxième match, c'est contre América, donc qui était le 5e club de Rio de Janeiro. À l'époque, le Rio-São Paulo se jouait avec 10 équipes, 5 de Rio et 5 de São Paulo, dont l'América qui va être battu en 57 4-0 par Santos, avec un but de Pelé, donc il marque son premier but au Maracana. Et son troisième match au Maracana, il a encore une fois seulement 16 ans. C'est sa première sélection avec le Brésil. Il va y avoir une défaite 2-1 contre l'Argentine, mais Pelé marque son premier but avec le Brésil. C'était dans la compétition qu'on appelait Copa Roca. Et 3 jours plus tard, le Brésil va battre l'Argentine 2-0 au Pacaembu, parce qu'à l'époque, il y avait seulement Rio-São Paulo dans le football brésilien, et du coup, le Brésil jouait souvent 2 fois contre le même adversaire, une fois à Rio, une fois à São Paulo, et donc 3 jours plus tard, il retrouve l'Argentine, et cette fois, le Brésil s'impose avec un nouveau but de Pelé qui remporte ce premier titre avec le Brésil, et dès son 4e match au Maracana, il va y avoir un quadruplé, à nouveau contre l'América, cette fois-ci, il a 17 ans, mais on voit assez rapidement, il marque des buts et il remporte des titres. Et il va jouer avec la Seleção. Donc seulement au Maracana, il y a 36 matchs et 29 buts, ce qui est un total élevé par rapport à aujourd'hui. C'est vrai que le Brésil joue très peu au Maracana. C'était beaucoup plus le cas à l'époque de Pelé, donc il a pu s'exprimer dans ce stade. Il va y avoir notamment des triplés contre le Chili, l'Argentine lors de la Copa Roca en 63 cette fois-ci, et la Belgique. Et il y a aussi forcément beaucoup de matchs amicaux, vers très peu de matchs officiels. Il y a seulement 3 matchs des éliminatoires à la Coupe du Monde 70, parce qu'avant le Brésil est qualifié automatiquement. Et sur ces 3 matchs, Pelé va mettre 4 buts. Et son dernier match en Seleção, comme l'avait été le premier, c'est aussi au Maracana, avec un 2-2 contre la Yougoslavie, où cette fois-ci il marque pas, mais on en parlait dans le magazine numéro 6, où on refait un petit peu toute l'histoire de Pelé avec la Seleção et notamment au Maracana. Et il y a quand même un dernier match au Maracana avec la Seleção en 76, donc 5 ans après sa retraite internationale, où il y avait une défaite 2-0 contre Flamengo, puisque quelques jours plus tôt, il y avait Geraldo, qui était l'un des grands espoirs du club aux côtés de Zico, qui va mourir sur la table d'opération. C'est une opération bénigne des amygdales, mais il meurt, et du coup, il y a un match qui est organisé
pour venir en aide à sa famille. Et le match, au moins, va être un succès, parce qu'il y a 142 000 spectateurs juste pour ce match Brésil-Flamengo. Mais ça permet à Pelé de retrouver le Maracana sous le maillot de la Seleção. Avec l'autre maillot, c'est forcément Santos. Forcément. Forcément, oui. Il y a Pelé en Seleção et Pelé avec Santos. Le bilan est très bon aussi. Il y a 52 matchs et 33 buts. Il y a un triplé contre Flamengo lors d'une victoire 7-1, donc toujours dans le Rio São Paulo en 61. Une victoire qui va vraiment avoir un gros impact à Rio, parce que Flamengo était déjà le plus grand club, enfin en tout cas l'un des plus grands clubs de Rio. Et du coup, ce 7-1, enfin ça se voyait comme assez peu des victoires aussi importantes. Et voilà, Pelé brille dans ce match. Il met aussi un triplé contre Botafogo. Là, c'est aussi un match très important en demi-finale de la Libertadores 63. Contre Fluminense, sa meilleure prestation, c'est un doublé en mars 61, donc 6 jours seulement avant le 7-1 contre Flamengo, dont un but où il dribble plus de la moitié de l'équipe, il part de son camp. Et il marque, on en avait parlé pour le site. Ouais. Et c'est ce but qui va donner l'expression goal di placa, parce que le journaliste Joelmir Betting, devant la beauté du but, va vouloir offrir au Maracana une plaque pour commémorer ce but de Pelé. Et depuis, quand il y a un but vraiment exceptionnel, on va utiliser l'expression goal di placa. Face à Vasco, ça va être aussi un doublé, son meilleur résultat en 63. Mais un Santos Vasco au Maracana, on pense forcément à son 1000e but en carrière, où il marque le 1000e sur penalty contre Vasco. On en parlait dans le 8e magazine, mais pour la petite histoire, quelques matchs plus tôt à João Pessoa, donc une ville du nord-est, Pelé marque son 999e but, là aussi sur penalty. Et donc tout le stade attend le 1000e but. Il y a vraiment une folie qui s'empare même de la ville, parce qu'avant, à son arrivée, Pelé fait citoyen de la ville et tout le monde attend le 1000e but. Et il arrive à 999, mais juste après, le gardien de Santos feint de se blesser. Et du coup, à cette époque, il n'y avait pas de remplaçant, en tout cas dans le championnat Roberto Gomes Pedrosa à l'époque. Et du coup, à l'époque, c'était Pelé qui allait dans les buts quand le cas se produisait, quand il n'y avait plus de gardien, pour aussi réserver le 1000e but au Maracana. Donc ce qui aura lieu quelques jours plus tard, puisqu'en fait les Cariocas se déplaçaient au Maracana pour voir le Santos de Pelé, un peu comme ils faisaient avec Garrincha. Donc on a parlé des affrontements lors du Rio São Paulo 61, mais dès que Santos allait au Maracana, tous les supporters Carioca allaient voir Pelé. En fait, il y avait pas, si c'était un Fluminense Santos par exemple, les supporters de Flamengo, de Vasco, de Botafogo allaient au Maracana pour voir Santos et Pelé. Et donc, il va y avoir vraiment ce lien entre Santos et surtout Pelé et le Maracana. Par exemple, la finale de la Libertadores 62 va avoir lieu au Villa Belmiro, donc le stade de Santos. Mais Santos va jouer au Maracana le Mondial des clubs 62. Il y a une victoire 3-2 contre Benfica avec un doublé de Pelé. La finale de la Libertadores 63 a aussi lieu au Maracana. Tout comme le mondial des clubs 63, les deuxième et troisième matchs avaient lieu à Milan. Les deux derniers matchs ont lieu au Maracana. Pelé ne joue pas, mais il y a plus de 120 000 spectateurs. Donc c'est aussi pour ça que Santos jouait au Maracana, parce que ça leur permettait d'avoir le soutien du public, plus je pense qu'au Pacaembu à São Paulo où il y a une rivalité entre clubs, et ça permettait aussi à Santos de faire une opération incroyable à la billetterie, qui était l'un des deux grands moyens à l'époque pour les clubs d'avoir des fonds avec les tournées à l'étranger. Donc Pelé a remporté des titres très important au Maracana, et il va aussi remporter 3 fois la Taça Brasil, donc qui était l'un des championnats nationaux de l'époque avec les différents champions d'État. Il la remporte en 62. Il y a un 5-0 contre Botafogo avec un doublé de Pelé. En 64, où il y a un 0-0 contre Flamengo, alors que Pelé avait mis un triplé à l'aller au Pacaembu. Et aussi en 1965, avec une victoire 1-0 contre Vasco et un but de Pelé, évidemment. Donc c'est un hasard quand même qui remporte 3 fois ce championnat au Maracana. C'est juste que c'était contre 3 clubs de Rio, parce que Santos jouait à domicile au Villa Belmiro, mais il joue contre les 3 clubs de Rio. Il lui manque juste Fluminense pour faire le grand chelem. Mais on le voit, il y a quand même une histoire très très proche en termes sportifs entre les deux. Hein. Oui, ouais. Et peut-être même plus avec au final peut-être plus son histoire au Maracana avec Santos qu'avec la sélection brésilienne, où c'était plus des matchs amicaux.
il y a quand même d'autres maillots. Il y a la sélection Paulista où Pelé va jouer 3 matchs au Maracanã avec la sélection Paulista, donc les meilleurs joueurs des différents clubs de São Paulo. Il va mettre 2 buts sur ces 3 matchs et il remporte au Maracanã le championnat des sélections 1959. Donc c'est très populaire dans les années 20 jusqu'au milieu des années 40. De l'époque de Pelé, ça se faisait beaucoup moins. Et d'ailleurs, ça sera le dernier titre remporté par la sélection Paulista. Il y aura ensuite 2 éditions en 62 puis en 87, mais ouais, c'est déjà terminé. Mais Pelé remporte quand même un nouveau titre avec la sélection Paulista. Et dans les matchs au Maracanã, on peut citer un match aussi entre les syndicats des athlètes de São Paulo et ceux de Rio, le 19 décembre 62, donc quelques mois après la Coupe du Monde 62. Et du coup, il y a tous les champions du monde sur le terrain. Rio s'impose 6-4, mais Pelé va mettre un doublé. Et 11 ans plus tard, jour pour jour, il y a le jubilé de Garrincha au Maracanã devant 130 000 spectateurs. Et Pelé va marquer un but exceptionnel aussi en dribblant 4 joueurs et en trompant Andrada après. On en parlait, je te coupe 2 secondes, on en parlait dans le podcast justement sur la relation entre Pelé et Garrincha que nous avons fait ensemble il y a quelques semaines. En effet, oui. Et puis aussi dans la biographie Garrincha, on parle forcément de ce jubilé. Mais c'est vrai que voilà, la star c'est Garrincha, mais Pelé marque un but vraiment incroyable. Et il est disponible sur YouTube face à Andrada contre qui il avait mis son 1000e but aussi. Et donc pour finir, le dernier match de Pelé au Maracanã, c'est en 79, donc 2 ans après sa retraite. Il y a un amical Flamengo Atlético Mineiro. Et Zico, qui est déjà la star de Flamengo, va lui céder son numéro 10 pour jouer avec le numéro 9. Et ça va lui réussir parce que Zico va marquer un triplé, dont un but sur penalty qu'il avait voulu laisser à Pelé, qui va refuser. Donc il ne marque pas pour son seul match avec Flamengo au Maracanã. C'est son dernier match au Maracanã. Donc on le voit, il y a quand même une grande histoire de Pelé dans ce stade, même si Mario Filho, par rapport à tout ce qu'il a fait, je pense symbolise plus le Maracanã. Et d'ailleurs, c'est l'un des seuls points positifs en fait de ce projet. C'est que Mario Filho a symbolisé ce qu'on appelle le Antigo Maracanã ou le Velho Maracanã, c'est-à-dire le Maracanã des années 50 jusqu'aux années 90, qui était vraiment le stade du peuple avec cette tribune populaire qu'on appelait la Gérald, qui était l'âme du Maracanã. Et Pelé aurait été le Novo Maracanã, comme on l'appelle, celui de la Coupe du Monde 2014 qu'on aime un petit peu moins. Ouais, et cet ancien, cet Antigo Maracanã dont tous les flamenguistas que l'on croise ou que l'on a croisés, je me souviens aussi notamment d'une interview que tu avais fait avec un supporter de Flamengo dans un des magazines, j'ai oublié le numéro, je ne sais pas si tu l'as en tête, mais voilà, ce vieux Maracanã avec la Gérald dont tous les anciens parlent avec une grande nostalgie. Ouais, c'est le numéro 8, je crois, où il y a justement sur l'année 1969, donc avec aussi le 1000e but de Pelé. Mais oui, le Maracanã, je pense qu'il a marqué tous ceux qui ont eu la chance de le connaître avant. Et ouais, cette tribune Gérald qui était un spectacle dans le spectacle qui était le terrain de foot, mais il y avait aussi le spectacle de la tribune. Ouais, bon après, si vous allez à Rio, allez quand même au Maracanã. Ça serait quand même terrible d'aimer le foot et de ne pas aller au Maracanã une fois dans sa vie. Si on est du côté de Rio, c'est quand même une belle expérience, même si effectivement c'est pas l'ancienne expérience. Alors tu parlais de Pelé, on parle dans cette émission de la volonté de lui donner un nom à un stade, des stades Pelé. Au Brésil, il en existe pourtant, Marcelin. Oui, il y en a eu d'abord un à Brasilia, donc, qui s'appelait le stade Edson Arantes Nascimento, qui était appelé le Pelézão, qui a été inauguré en 1965 et qui va tomber en désuétude à partir de 1974 avec l'inauguration du stade qui était appelé Governador Helio Prates, donc encore un stade nommé avec le nom du gouverneur, mais qui va être renommé dans les années 1980 Estadio Mané Garrincha, donc qui va être reconstruit après pour la Coupe du Monde 2014. Mais on retrouve à Brasilia donc Pelé et Garrincha, même s'ils n'ont pas de lien vraiment avec la ville. Mais le Pelézão va être démoli en 2009. Et il va y avoir un autre stade, Rei Pelé, à Maceió, donc dans la Lagoas, dans le nord-est, qui est un stade inauguré le 25 octobre 1970. Donc on comprend pourquoi le stade Rei Pelé, parce que c'est quelques semaines après la Coupe du Monde de 70. Et l'ironie, c'est que le stade pourrait changer de nom, puisque le football est assez limité dans la Lagoas. Il est important, il y a le Classico CRB-CSA, mais c'est deux équipes qui sont pas vraiment habituées à jouer le Brasileirão ou à faire des parcours en Coupe du Brésil.
Et il y a très peu de joueurs qui sont originaires de cet État, même s'il y en a quelques-uns. Il y a Dida, donc pas le gardien, mais l'attaquant de Flamengo dans les années 50. À cette époque, il y a aussi Zagallo. Et puis plus récemment, il y a Aloisio, qui a joué au PSG à São Paulo. Pepe, le défenseur de Porto qui est né au Brésil, qui est brésilien, et aussi Roberto Firmino. Mais la fierté de l'État, c'est une joueuse, et forcément c'est Marta, donc qui est née dans l'Alagoas, qui a joué au CSA donc quand elle était jeune. Mais en tout cas, elle vient de cet État. Et donc il y a un projet de loi qui est en cours, qui a été déposé en 2019. Donc soit pour changer le nom du stade de Rei Pelé à Rainha Marta, ou alors ajouter le Rainha Marta aux côtés du Rei Pelé. Donc voilà, ce projet est en cours, parce que le gouverneur n'a toujours pas annoncé sa décision. Donc c'est peut-être aussi pour ça que l'État de Rio a déposé le projet en procédure d'urgence, parce que ça prend un petit peu de temps apparemment pour prendre une décision. Mais j'espère moi personnellement que ça se fera, parce que Marta a plus de liens avec Maceió et l'Alagoas que Pelé, où là c'est juste le hasard de l'inauguration du stade. Mais c'est vrai que Marta, je trouve, mérite l'hommage. Et surtout quand on considère l'importance qu'a Marta, comment dirais-je, l'importance aussi de l'image qu'elle a acquis au Brésil. Nous, on l'a vu sur place en 2019, où il y avait plus d'engouement pour la sélection et Marta que pour la sélection brésilienne masculine qui était en train de jouer sa Copa América. Marta a une dimension incroyable au Brésil. Elle est souvent mise aux côtés de Pelé. C'est vrai que les Brésiliens aiment bien dire qu'ils ont le roi du foot Pelé, la reine Marta et le roi du futsal Falcao. Et donc il y a un petit peu cette trinité qui est souvent rappelée. Donc oui, Marta c'est l'équivalent de Pelé chez les femmes, et pour les Brésiliens elle est effectivement extrêmement importante. Et donc voilà, il existe donc ces stades-là, c'est quand même croustillant quand même, le chassé-croisé Pelé-Garrincha du côté de Brasilia. Toujours amusant de voir qu'ils ne se lâchent pas ces deux-là. Mais au final, Marcelin, s'il y avait quand même une évidence, si on devait renommer un stade en hommage à Pelé, on l'a déjà sous-entendu, mais s'il n'y en avait qu'un, ça ne pourrait être que celui de Santos, évidemment, le Vila Belmiro. Il n'y a pas d'autre... Enfin voilà, c'est l'évidence absolue. Oui, c'est ce qui a été dit lors de la polémique du Maracanã, justement, s'il faut appeler un stade Pelé, c'est celui de Santos. Donc Vila Belmiro, c'est là aussi le nom du quartier, puisque le nom officiel c'est Urbano Caldeira, donc qui a été un défenseur de Santos de 1913 à 1918, et va faire 41 matchs seulement avec le club. Ensuite, il est entraîneur de Santos, notamment en 1927 où Santos est vice-champion, mais termine avec 100 buts marqués en seulement 16 matchs. Donc à l'époque, Santos c'est vraiment un club qui était loin de ce qu'on appelait le trio di Ferro, donc Palestra, Italia, donc Palmeiras maintenant, Corinthians, et puis Paulistano qui est l'ancêtre du São Paulo Football Club. Donc voilà, Santos c'est un petit club, et ce championnat était extrêmement important, même si ils l'ont pas gagné. Et donc Urbano Caldeira est l'entraîneur. Il est ensuite dirigeant de Santos, et on le disait, si passionné qu'il s'occupait même de la pelouse du Vila Belmiro, qui est un stade aussi avec une histoire incroyable, parce qu'il a été inauguré en 1916. Donc un stade centenaire, il y en a très peu au Brésil. Donc voilà, un stade avec là aussi un stade magnifique. Et aussi un stade magnifique. J'ai pas eu la chance d'aller à Santos, mais ouais, ça serait un stade à faire. Et Urbano Caldeira meurt à 43 ans d'une pneumonie le 13 mars 1933. Un jour important, parce qu'un jour seulement avant, il y a le premier match de l'histoire du Brésil qui est professionnel. Le professionnalisme est mis en place en 1933. Et le premier match, c'est entre Sao Paulo et Santos, justement. Et du coup, Urbano Caldeira, qui meurt le lendemain, va symboliser un petit peu ce football amateur, sans être le meilleur joueur de Santos à cette période, où ça serait plutôt Fetiso et puis Araken Patuska en deuxième. Mais en tout cas, il y a Urbano Caldeira qui a une histoire importante à Santos, et 10 jours après sa mort, le stade est renommé en son nom, et c'est le cas depuis 1933. Donc voilà, c'est un joueur qui a été, un personnage même qui a été important pour Santos, mais qui est incomparable avec Pelé, qui a mis 1091 buts avec Santos, qui a tout remporté. Et si le nom de Santos est aussi connu dans le monde, c'est aussi et surtout même, je dirais, grâce à Pelé, avec tous ses titres et toutes ces tournées qu'il a pu faire dans le monde entier. Il n'y a pas eu qu'en Europe, il est dans le monde entier. Pelé a vraiment symbolisé Santos, et donc ça serait logique que le stade soit renommé en son nom. Et d'ailleurs, Santos est propriétaire de son stade, donc il n'y a pas la loi fédérale qui empêche le changement de nom maintenant. C'est un hommage qui peut être fait du vivant de Pelé. J'espère vraiment que ça sera fait avant sa mort. Il n'y a pas besoin d'attendre qu'il soit mort pour faire cet hommage, tellement il est logique.
Ouais, il est tellement évident. D'ailleurs, on se demande même pourquoi ça n'a pas été envisagé avant. On sait si c'est un peu dans. Tu disais que c'est ce qui a été dit lors de la polémique sur le Maracana. Est-ce que tu penses que ça peut planter une petite graine dans l'esprit et se dire tiens, on va peut-être enclencher pour lui donner le nom au Villa Belmiro? Je crois pas que Santos se soit exprimé ni sur Ouais. le changement du Maracana, ni sur un changement à venir pour le stade. Mais oui, je pense que ça peut quand même donner l'idée, surtout si aussi le stade de Maceió est renommé stade Marta. Peut-être que par ricochet, du coup, il faudra un stade Pelé et j'espère que ça va se faire rapidement. Et ce qui au final donnerait quand même une certaine logique. Et quand on parlait tout à l'heure avec le Maracana de l'histoire de Mario Filho et de l'empreinte qu'il a laissée dans l'histoire, non seulement du football brésilien, mais vous l'avez vu dans l'histoire de la culture et du Brésil tout court. Voilà, ça permettrait Maceió, Marta parce que c'est évident, Villa Belmiro, Pelé parce que c'est évident, et on laisse Mario Filho, Maracana parce que c'est évident aussi finalement. Oui, ce sera la bonne chose à faire, surtout que oui, le stade de Santos, Urbano Caldeira, c'est un peu moins difficile, je trouve, de changer le nom, en fait, parce que même si, on l'a dit, il a été important, il y a quand même un poids qui est comparable justement avec celui de Mario Filho pour le Maracana. Ouais, exactement. Et bien voilà, on va en rester là sur ce podcast, sur cette plongée dans l'histoire du Maracana et d'autres stades et du Brésil. On vous encourage vraiment, si un jour vous avez la chance d'aller à Rio, si un jour on nous libère, si vous avez la chance d'aller à Rio, d'aller faire un tour du côté du Maracana, parce que voilà, même s'il n'y a plus la Gérald, même si c'est pas l'ancien Maracana, il faut vraiment le faire. Ça et la boutique de Flamengo, Marcelin, c'est ça, j'ai bien résumé Rio. La boutique de Flamengo, évidemment. Mais le Maracana, oui, et là aussi, franchement, plutôt un match de Flamengo, c'est un autre spectacle quand même. Même aussi, il y a pas de match, il y a une visite qui est possible et qui est franchement très bien aussi. Donc, même sans match, ça peut être fait. Ouais, ce qui est valable pour quelques stades brésiliens que vous pouvez faire sans qu'il y ait forcément de match. Voilà, on va en rester là pour cette émission sur le Maracana et sur ce projet de changement de nom. Merci de m'avoir accompagné, Marcelin. Merci à toi. Et puis on vous retrouvera très vite pour d'autres émissions. On vous rappelle, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Venez sur notre Discord pour discuter de tout cela, notamment par exemple. Venez nous partager vos expériences si vous en avez vécu au Maracana ou nous expliquer ce qu'il représente pour vous. Voilà, on va vous laisser là. On va vous souhaiter une bonne fin de journée ou un bon début de journée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast, et on vous donne rendez-vous très très vite pour de nouveaux podcasts et pour des reportages au Brésil, etc. À bientôt les amis.